Planté au cœur des Ardennes belges, se trouve le circuit de Spa-Francorchamps. La Belgique est un plat pays, sauf dans les Ardennes. Terrain vallonné comme souvent en montagne. Du coup ça monte, et ça monte raide, et ça descend. Et c'est probablement pour ça qu'on surnomme ce tracé le toboggan ardennais. Un circuit tellement long que les virages ne portent pas des numéros mais le nom des villages alentours. Stavelot, Malmedy, Bruxelles. Un circuit qui ne nous laisse pas toujours de bons souvenirs. Comme l'atteste la manifestation organisée par Pierre Gasly en amont des festivités, destinée à rendre hommage aux pilotes disparus consécutivement à un crash en haut du Raidillon, le virage le plus dangereux, mais aussi le plus emblématique du circuit et probablement de tout le championnat. Petite parenthèse, destinée à ceux qui pensent que le virage devrait être redessiné car jugé trop dangereux, je rappelle que le sport automobile de haut niveau est dangereux par essence, et que pour atteindre le niveau danger zéro, il faut fumer la pipe, porter la barbe, apprendre le russe et à jouer aux échecs. On peut également regarder la télé du fond de son lit. Pour ne pas sortir dans un virage, il y a une méthode infaillible. Rouler moins vite. Et parfois se rendre compte qu'on n'est pas fait pour ça. Blague à part, certains sont faits pour ça. Mais parfois la vie est ainsi faite qu'elle nous rappelle trop tôt que la mort est un chemin que nous devons tous emprunter, tôt ou tard. Et non, on n'a pas toujours le choix. J'en veux pour preuve le grand nettoyage d'été entrepris par le directoire Renault, qui coupe les têtes comme en Révolution française. Rossi, Zafnauer, Perman, Frey, série en cours, c'est la terreur chez Alpine. On n'emploie plus en CDD, mais en intérim. Le big boss, le team manager, le dire tech, tout le monde saute. Faut bien admettre que l'objectif de se rapprocher du trio de tête n'est pas atteint. Ainsi Astrol Martin et McLaren sont passés devant. D'échec en déception, il n'y a pas que le concept de la voiture qui est à revoir, mais toute la politique de l'écurie sur le long terme. Le recrutement ne va pas être simple dans les semaines à venir, surtout en intérim. De l'autre côté des Alpes, Laurent Mekies fait ses valises. Le directeur sportif de la Scuderia Ferrari va faire un peu de jardinage avant de remplacer Frank Tost à la tête de la Scuderia Alfa Toro Rosso dès la saison prochaine en tant que team manager. Un petit coup de jeune, donc, du côté de chez Faenza. Mais petit coup de vieux du côté de Silverstone, où les Verts fêtent le 75e anniversaire de Don Fernando d'Espagne, étant donné son âge, on a mis directement le feu au gâteau. Mais on a assez dit de bêtises, parlons Formule 1. Les Astrol Martin souffrent, et on peut se demander jusqu'où vont descendre les Verts, puisqu'on y a déjà basculé les ressources vers l'exercice 2024, abandonnant les updates jusqu'en fin de saison. Et conséquemment, tout espoir de remonter la pente. Des évolutions qui ont porté leurs fruits, c'est à Woking que ça se passe, la McLaren. Quasi dernière force du plateau à Bahreïn. Complètement perdue avec une monoplace ratée comme jamais. Oui, mais c'est pas Alpine, c'est McLaren. Ce qui signifie en d'autres termes que quand on update, c'est comme chez Red Bull. Ça fonctionne. Sérieusement, Piastri, avant le début de saison, consécutivement à son refus d'intégrer le team Alpine, on avait entendu sur lui inconséquent, arrogant, prétentieux, irrespectueux. Oui, mais P2 en shootout et en sprint à Spa devant Norris avec la McLaren. Si ça c'est pas du sérieux, décidément, il est surprenant ce garçon. Et à mon avis, c'est loin d'être fini. Une Mercedes en tête de course pendant plusieurs tours, sous la pluie. Bon, on s'affole pas. C'est le pass car conduit par Bernd Mailander. Celle de Russell est aux fraises. Et quand on connaît la pointe de vitesse de l'anglais, on ne peut qu'en conclure que le beau George a pataugé dans les réglages, à moins qu'on ait tenté une approche osée sur la N63 au sidepod certes évolué, mais qui ne rende pas la flèche noire moins moche. Petri puis finalement en première ligne comme l'an dernier consécutivement à la pénalité de son coéquipier extraterrestre pour changement de boîte de vitesse, Checo Los Polos Pérez semble être redevenu El Mariachi en qualification. Certes un cran en dessous de son Altesse Max de Hollande, mais rapide et solide, qualifiant sa RB19 à une position pour une fois convenable, après 72 qualifications ratées. Max, je n'ai même pas bondi de mon siège quand j'ai vu la position de Max, encore en pole. Je suis resté abasourdi en constatant l'écart qui le sépare des êtres humains. La qualification, tout comme finalement le championnat du monde, fut passionnante, à part Max Verstappen. Il semble tellement facile de l'extérieur que je peux comprendre que ça puisse devenir lassant pour le grand public, ou tout simplement pour les fans des autres pilotes. Mais à y bien regarder, on est en train de vivre une grande page de l'histoire de la Formule 1 avec l'avènement d'un champion hors norme. Essayons de savourer cela comme il se doit. Planté là au beau milieu du week-end traditionnel de course,
Le samedi étant cette occasion belge le prétexte à un mini week-end de course, une qualification miniature baptisée Shootout, puis fourreur plus tard, la Sprint Race, on se croirait en NASCAR. Et si les puristes, les traditionalistes, les vieux cons en somme, dont je fais fièrement partie, rechignent face au chambardement de leurs petites habitudes ancestrales, en noir et blanc, comme Sir Lewis à chaque fois qu'il n'est pas devant, les moins réceptifs devront cependant admettre qu'une qualif et une course rapide ont lieu et place de soporifiques séances d'essais interminables et sans aucun intérêt pour le spectateur d'autre que celui de voir sortir les autos pour faire des temps qu'on ne peut pas analyser sans connaître le programme de chaque team. C'est quand même plus sympa. Force est de reconnaître que cela dynamise le week-end. Et on ne pourra nier que ce samedi, on aura eu du spectacle. Si ce n'est l'avènement d'un grand pilote. Ainsi donc, le samedi au soleil, à Spa, c'est quelque chose qu'on n'aura jamais. Les qualifs, le shootout, nous aura permis de déterminer les 3 catégories de la Formule 1 en cette année 2023. La hiérarchie se détermine désormais clairement. Dans le clan des teams en souffrance, la palme revient. Et en ce samedi pluvieux, la palme est la récompense qui convient. La palme revient donc à Haas, Magnussen ne trouvant toujours pas la clé de sa voiture, et Hulk verdâtre de se retrouver si loin. La catégorie comprend Alfa Romeo et Bottas a beau tailler sa moustache, rien n'y fait. Même Williams fait désormais mieux. Les Aston Martin déplorent le rythme de développement des vrais top teams. Et on peut voir que Don Fernando ne fait pas davantage de miracles que Sebastian Vettel. En forme ce week-end, malgré le tsunami qui s'abat sur son management, le team Alpine se concentre intelligemment sur la course, et Gasly et Ocon s'en sortent solidement bien. Ocon solide, 8e en course, Gasly brillant en sprint qui grimpe sur un podium ô combien mérité qu'il dédie à son ami le regretté Antoine Hubert, la grande classe en piste comme en dehors. On aura apprécié le demi-tour de circuit qu'il aura opéré à l'extérieur de la Williams d'Albon, une monoplace qui arrache le bitume en ligne droite, mais qui se retrouve garée dès que ça tourne. À mon avis, on devrait s'orienter vers des réglages moins extrêmes, on sait jamais. La deuxième catégorie, celle des top teams, Mercedes, Ferrari, McLaren et Red Bull. On développe, on se bagarre, la bataille est acharnée à tous les étages, la saison est passionnante, comme le shootout et la sprint race ardennaise. Tout le monde a modifié ses pontons, qu'il est désormais de bon ton de nommer sidepod, comme si ça changeait quelque chose. La troisième catégorie, celle du dessus, c'est Max Verstappen. Ne lui en voulons pas de tuer le suspense, cet homme-là est fait d'un métal qu'on ne trouve pas sur Terre. Une sorte l'alliage de kryptonite. Décidément, la F1 se prend pour la NASCAR, on ne roule pas quand il pleut. Moi qui vous parle, j'ai connu le temps jadis où partant de pluie, les pilotes tenaient leur parapluie dans le cockpit. Et à l'heure prévue, on donnait le départ. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, la télé n'attend pas. Aujourd'hui, signe des temps où la société refuse non seulement la mort, mais le moindre accident, on attend que ça arrête de pleuvoir. Dans les Ardennes, si tu attends que la pluie cesse, c'est comme en Bretagne. Attends assis, c'est plus prudent. Une fois que la pluie a cessé, on attend, et quand on a fini d'attendre, on démarre enfin. Une Mercedes en tête d'un Grand Prix. Vous affolez pas, c'est celle de Bernd Mailander, le pilote du Pascar. Après une série de 30 tours au ralenti, on donne enfin le départ lancé d'une course comportant 11 boucles. Avant même la relance, la moitié de la grille se précipite au stand pour passer des pluies aux intermédiaires. C'est dire les conditions dantesques et l'utilité indispensable des foulouettes. Le tour suivant, c'est la seconde moitié qui passe au box. Et c'est avec surprise qu'on n'a pas écopé d'une vingtaine d'unsafe release. Faut dire qu'en Belgique, on est plus cool qu'en Autriche. Un empire attaché à ses traditions ancestrales d'ordre et de discipline. Sir Lewis, je fais ce que je veux Hamilton qui gêne Verstappen en qualif. Pas de pénalité. Sir Lewis, je fais ce que je veux Hamilton qui strike Perez en course. 5 petites secondes de pénalité pour avoir ruiné la course du Mexicain. C'est pas la première fois que l'Anglais ruine la course d'un collègue et s'en tire avec une tape sur la main, c'est une sorte de principe. Une autre sorte de principe, c'est le rythme de King Max en course. À la faveur des changements de gomme, Oscar Piastri, la nouvelle star australienne dont on va parler ces 15 prochaines années, prend le commandement des opérations avec l'attitude d'un vieux briscard. Excellent, rythme, pas une erreur. Ce garçon-là est bien la pépite qu'on nous avait annoncée. Paye tout dès sa 12e course en F1. De cette manière-là, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu ça. Probablement depuis qu'un gamin hollandais de 17 ans a posé son cul dans le baquet d'une Toro Rosso.
complétant admirablement le podium ardennais suite à la résistance héroïque dont il aura fait preuve face au harcèlement de la flèche noire d'Hamilton. Pierre Gasly, sur l'Alpine de pointe, aura fait montre de tout son métier et de son talent. Un bel hommage à son défunt ami Antoine Hubert. Des Ferrari pas si loin, mais encore un peu à la peine, qui devancent un Norris piégé par la stratégie et un Russell pas trop à son aise, c'est le top 8 du samedi. Les pilotes qui scorent des points. On attend la course avec impatience, et quand on demande à Sa Majesté Max ce qu'il pense de partir P6, il répond un sourire malicieux aux lèvres, que l'an dernier il était parti pas 14, pour gagner avec une monoplace moins bonne que celle de cette année. Samedi, c'était une seconde au tour sur le deuxième, ça promet. 3 de front au freinage de la source. Fausse bonne idée. Tandis que Oscar Piastri plonge dans un trou de souris d'à peine 1 mm de large pour y caser sa monoplace de tour. Carlos Merveilleux, fou volant Sainz, décide de doubler la moitié de la grille sur un seul freinage, et tous pneus carrés et fumants essayaient de piquer la Endegree 44 au premier freinage après l'extinction des feux. À l'extérieur, sur Lewis, je suis seul en piste. Hamilton ferme la porte comme s'il était seul au monde. Il faut croire que la leçon de l'an passé n'a pas porté ses fruits. Bilan 2 voitures sur 3 au tapis. Ainsi, Hamilton et Alonso termineront 4 et 5, alors qu'en termes de rythme, mais ne parlons pas du rythme des Mercedes et des Aston Martin, on se fâcherait. Ainsi, je n'évoquerai pas que George Russell sur la seconde Mercedes termine juste devant Lando Norris, revenu du fond du classement consécutivement à un arrêt supplémentaire. Tandis que Lance Stroll score les petits points de la 9e position, assez loin de Don Fernando à la 5e, on se demande, il est où, le Yuki? Il score encore dans le top 10, le Yuki, qui commence à donner de sérieux mots de tête à Helmut Marko. Tantôt rookie qui ne situe plus le Japon sur la carte, et tantôt patron qui détruit Nick De Vries et rivalise avec Daniel Ricciardo, on ne sait plus trop où le situer, le sympathique japonais. Au final, je crois qu'il n'est ni bon, ni mauvais. Ok, je sors. Tenant la dragée haute à Sir Lewis, le meilleur pilote monégasque de la grille, encore auteur d'un tour qualif qui explique son ratio de 800 pole pour 4 victoires, nous aura gratifié d'une course solide, sans faille, pour finir 3e en partant de la pole, à une trentaine de secondes du vainqueur, parti 6e. Parti en première ligne et victime d'un abordage à peine sanctionné de la part d'un certain Lord anglais en sprint, leader dès les combes, Checo El Marikahi Pérez s'est enfin décidé à faire ce qu'on attendait de lui chez Red Bull. Terminé 2e, mais pas loin devant la Ferrari et la Mercedes, mais 2e quand même. Et ainsi, il conforte sa position de dauphin au championnat. Et puis, là-haut, dans les étoiles, ce n'est pas Superman, ce n'est pas une comète, c'est Max Verstappen. Tant victoires en 12 courses, il n'y a plus que Michael Schumacher qui est fait mal à mieux. Et peut-être pas pour longtemps, au rythme où ça va. Un week-end presque parfait pour le Hollandais volant, à 2 détails près. Le meilleur tour laissé à Sir Lewis. Mais ça, c'est pas grave, vu que Max a 12 GP d'avance sur Lewis. Non, ce qui est plus inquiétant, c'est la tension radiophonique perçue lors du GP avec son ingé-piste, Gianpiero Lambiase. L'un est un spécialiste des données chiffrées, un des tout meilleurs ingé-pistes du plateau avec Bono, dont l'expertise est un des atouts de l'écurie autrichienne. L'autre est un génie du pilotage comme on en voit un tous les 10 ans. Les égos s'échauffent, et si ça se tend de cette façon quand on gagne, qu'est-ce que ça va être quand on va perdre? Lambiase, comprenons-le, il est pragmatique, il recherche l'efficacité avant tout, donc la prudence pour verrouiller un résultat. Verstappen, comprenons-le, il s'ennuie en tête de course davantage que nous devant la télé. Dès lors, il cherche un moyen de se distraire, claquer des meilleurs tours, car comme il le dit, sans brio, pas de plaisir. Et un pilote qui ne s'amuse pas, il n'avance pas. Il va falloir profiter du break estival pour apaiser les tensions qu'on n'a jamais vues entre Hamilton et Bono. Et faisons confiance à Helmut Marko pour garder l'œil sur tout ceci. Désolé, triomphe hollandais sur le plus beau circuit du monde. Ne boudons pas notre plaisir. McLaren redevient McLaren. Alpine va se reconstruire et aller de l'avant. Oscar, je suis un génie, Piastri se transforme en papillon. Les Ferrari, Mercedes, Aston Martin et Checo Pérez sont au même niveau et à midi, il y a des frites. On va terminer par 2 petites choses amusantes. Quand Max annonce qu'il rêve de devenir le meilleur pilote de l'histoire, comme Lewis, le journaliste lui demande si Hamilton est le plus grand de tous.
À quoi Max répond « Non », mais lui aussi il en rêve. La seconde petite chose désopilante, c'est l'insistante rumeur selon laquelle Alpine aurait trouvé remplaçant à Otmar Szafnauer en la personne de Mattia Binotto. Comme quoi au pays de la loose, on sait s'entourer des meilleurs. Prochaine chronique, prochain GP. On se retrouve sur les plages de la mer du Nord pour le GP de Hollande. Au pays où tout est orange, sauf Hamilton et Hülkenberg qui sont verts. Like et abonne-toi, histoire de sauver la planète. Et on se retrouve à Zandvoort pour de nouvelles aventures de Mattia et Los Polos.